Bravo. Dans un contexte économique particulièrement difficile, vous avez répondu présent à l'appel aux dons de TV Liberté. Le budget de la chaîne est dorénavant assuré et il va permettre de poursuivre notre développement en 2021. Pour tout cela, merci. Ensemble, nous construisons l'avenir de l'audiovisuel. Une presse alternative, libre, exemplaire. Nous ne sommes qu'au commencement d'une grande aventure dans un monde qui évolue à grande vitesse. Quelles que soient les tempêtes, en avant, en plein vent. Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Au programme de ce journal, les États-Unis commencent l'année avec fracas. Après les élections sénatoriales permettant aux démocrates de régner en maître au Sénat, des soutiens de Donald Trump se sont rassemblés pour protester. Ils sont parvenus à prendre possession du Capitole pendant plusieurs heures, une opération soldée par la mort de 4 manifestants. Également dans ce journal, un retour sur l'affaire Olivier Duhamel. Des personnalités politiques sont désormais éclaboussées par le scandale, avec notamment l'ancien ministre socialiste Élisabeth Guigou. Le silence et les lâchetés de l'élite en place se révèlent toujours plus au grand jour. Et puis nous essaierons d'y voir plus clair dans les vaccins contre le Covid-19, virus atténué, technique ARN messager ou vaccin à vecteur ou conventionnel. Qui produit quoi? Réponse dans quelques instants. Les États-Unis coupés en deux avec la certification de la victoire de Joe Biden au terme d'une élection présidentielle particulièrement décriée. Les soutiens de Donald Trump se sont mobilisés pour témoigner leur colère. Un épisode américain inédit. Insurrection, putsch, coup d'État, les qualificatifs outranciers fusent dans tous les médias pour condamner les événements qui se sont déroulés au Capitole, à Washington. En effet, l'atmosphère pesante qui soufflait sur l'Amérique depuis les suspicions de fraude à la présidentielle a trouvé son apogée avec la consécration de la majorité démocrate au sein du Sénat et la certification de la victoire de Joe Biden. Après s'être rassemblés dans les rues pour faire entendre leur colère, des soutiens de Donald Trump ont fini par réussir à pénétrer dans le Capitole, bâtiment du Congrès, rebaptisé par l'occasion par tous les médias progressistes, temple de la démocratie et qualifié à plusieurs reprises de lieu sacré. Des médias qui ont été pris à partie aux abords de l'édifice. Les manifestants leur reprochaient en effet leur parti pris pour Joe Biden depuis le début de la campagne présidentielle. S'en sont suivis plusieurs longues heures de flottement avec des images surréalistes. En tête, le manifestant torse nu déguisé en bison, un symbole lourd de sens puisqu'il renvoie à la fois à une espèce en voie de disparition et à la population indienne native d'Amérique, dont les dernières communautés vivent dans de sombres réserves. Si l'intrusion dans le Capitole était un véritable coup de force, il s'est d'abord déroulé dans un calme relatif où les manifestants se prenaient en photo dans ce haut lieu de pouvoir, presque surpris d'avoir pu y pénétrer avec autant de facilité. Certains individus marginaux ont été repérés, poussant plusieurs commentateurs à suspecter une intrusion de militants antifascistes, une éventualité peu probable. Et si l'opération était particulièrement impressionnante, les premiers moments au moins n'ont pas montré de dégradation des lieux, loin en tout cas du saccage de l'Arc de Triomphe par des individus venus en découdre en marge des Gilets jaunes en 2019. Sans surprise, Joe Biden est rapidement intervenu pour crier à l'insurrection. Donald Trump a pour sa part publié une vidéo quelques minutes plus tard en s'adressant à ses partisans. Le président toujours en fonction a expliqué comprendre la colère des manifestants après l'élection qu'il estime toujours volée, mais les a exhortés à revenir au calme. Des messages supprimés par les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Snapchat. Les plateformes ont même suspendu les comptes présidentiels pendant quelques heures. Du jamais vu. Dans le même temps, les dirigeants politiques du monde entier, y compris français, d'Emmanuel Macron jusqu'à l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, se sont lancés dans une chasse aux sorcières ennemies des démocraties. Des propos qui tranchent radicalement avec ceux prononcés pendant les émeutes violentes et meurtrières de Black Lives Matter, où les progressistes se poussaient du coude pour vanter les mérites d'un combat antiraciste.
Une attitude qui n'avait d'ailleurs fait qu'exacerber les tensions séparatistes dans un pays tiraillé. L'intrusion au Congrès s'est soldée par plusieurs morts. Au terme de l'évacuation, 4 victimes seront recensées, dont une femme abattue par la police du Capitole dans l'enceinte même de l'édifice. Cet épisode inédit à la fin tragique fait donc la part belle à la progressive séparation des Américains, avec des partisans pro-Trump, souvent blancs de la classe moyenne ou basse, qui se sentent privés de leur pouvoir démocratique depuis le déroulement de l'élection présidentielle. Une tranche de la population que certains rapprochent d'ailleurs des Gilets jaunes, lassés de crier leur désespoir dans le désintérêt général. Face à cela, le pouvoir de l'État profond se crispe sans jamais chercher à répondre à une colère de plus en plus partagée. Donald Trump a pour sa part assuré que la transition avec l'administration démocrate se ferait dans de bonnes conditions le 20 janvier prochain, tout en réaffirmant que l'élection lui avait été volée. L'affaire Olivier Duhamel commence à éclabousser la classe politique. Première victime collatérale, l'ancien ministre socialiste Élisabeth Guigou. D'autres pourraient suivre dans un climat de grand déballage général. Et revoilà Élisabeth Guigou, pas pour 2022 rassurez-vous, mais dans l'affaire Olivier Duhamel, l'ancien ministre de Lionel Jospin, garde des Sceaux de 1997 à 2000, puis ministre du Travail de 2000 à 2002. Alors qu'une enquête pour viol et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans a été ouverte par le parquet de Paris mardi soir, la socialiste de 74 ans se voit éclaboussée par les révélations sur Olivier Duhamel. La raison, comme beaucoup d'autres, elle ne pouvait pas ignorer les faits. Si l'inceste n'occupe qu'un chapitre de l'ouvrage, c'est bien le principal élément du livre qui sera retenu par le public. Le Figaro s'est procuré le texte autobiographique avant sa sortie ce jeudi et révèle un extrait qui évoque, je cite, un univers licencieux où les adultes, souvent nus autour de la piscine, imposent des jeux et plaisanteries grivoises aux enfants, où les photos de cul ou de seins ornent les murs et où l'on fait l'éloge d'une sexualité précoce. Fin de citation. Alors que le cadre temporel des agressions sexuelles demeure flou, le lieu, lui, est connu, Sanary-sur-Mer, dans la maison varoise de vacances des Duhamel. Camille Duhamel évoque un microcosme de gens de pouvoir de Saint-Germain-des-Prés qui savent et font comme si de rien n'était. Parmi les non-cités des gens de passage, 4 anciens premiers ministres socialistes, Michel Rocard, Pierre Bérégovoy, Édith Cresson et Lionel Jospin. Les 2 premiers étant morts, ils échapperont aux questions. Les 2 suivants pourraient en revanche être vaguement inquiétés dans leurs vieux jours pour sonder leurs âmes. Élisabeth Guigou, également citée, devrait quant à elle ne pas être épargnée. Pourquoi ? Parce que l'ancien ministre, député européen, mais également plus discrètement membre de la commission trilatérale, a été nommé en décembre à la tête d'une commission sur l'inceste. Celle-ci, nommée commission sur les violences sexuelles commises contre les enfants, a été créée le 10 décembre 2020 avec un budget de 4 millions d'euros. Pour la petite histoire, Madame Guigou, pourtant socialiste, se retrouve probablement là après avoir soutenu les listes macronistes aux élections européennes de 2019. Depuis la révélation sur Olivier Duhamel, les demandes de démission d'Élisabeth Guigou se multiplient chez de nombreuses personnalités. Et pour cause, tout le monde se demande comment cet énarque aussi avisé pouvait ne pas être au courant. Plus c'est gros, plus ça passe. La défense de Madame Guigou repose sur la phrase suivante, je cite, « Nous côtoyons tous des victimes et des agresseurs sans le savoir. Je ne fais pas exception à la règle. » Déjà, en 2000, le ministre avait été mis en cause dans une affaire de documents liés à des faits de pédocriminalité, l'affaire Zandvoort. En effet, des CD-ROM présentant des enfants abusés par des pédocriminels auraient été remis aux autorités pour qu'une enquête soit ouverte, mais le garde des Sceaux Guigou affirmait ne pas les avoir reçus. Une affaire Duhamel ponctuée d'anciens socialistes donc, mais pas seulement. Un ancien ministre de Jacques Chirac se trouve mêlé, peut-être malgré lui, à cette affaire, Luc Ferry. Ce dernier aurait également profité du soleil du Sud dans la demeure des Duhamel. Étonnant car Luc Ferry s'était pourtant montré plutôt bavard pour dénoncer les faits de pédocriminalité au sommet de l'État. C'était en mai 2011 sur un plateau de Canal+. Vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Si je sortais le nom aujourd'hui, l'affaire m'a été racontée par les plus hautes autorités de l'État. Autre affaire, mais toujours la même musique. Les faits sont connus par les plus hautes autorités de l'État. Pourquoi alors les plus hautes autorités de l'État défendent-ils ces prédateurs ? Pourquoi le nom du ministre évoqué par Luc Ferry n'a-t-il toujours pas été révélé officiellement ? La proximité des cercles Duhamel avec le pouvoir peut en partie expliquer cela. En effet, le frère d'Olivier Duhamel, Stéphane, a ainsi été à la tête des programmes de RTL.
Des relais médiatiques qui ne sauraient expliquer le terrible silence autour de ces faits, si ce n'est par une certaine complaisance d'une partie de la classe médiatique envers des pratiques dégénérées, comme les pétitions pédophiles des journaux Libération et Le Monde, signées notamment par Bernard Kouchner, en ont attesté par le passé. Les comportements déplacés de certains journalistes comme Frédéric Aziza, mis en cause dans une affaire de harcèlement, peuvent aussi expliquer la gêne de la classe médiatique sur les questions de mœurs. Olivier Duhamel, véritable image de Sciences Po Paris, comme son défunt ami Richard Descoings, n'est pourtant possiblement que l'arbre qui cache la forêt de personnalités politiques impliquées dans de pareils scandales. Le nom de Daniel Cohn-Bendit est ainsi revenu à la une sur les réseaux sociaux avec la fameuse vidéo où ce chouchou des médias et de la gauche française s'illustre dans l'ignominie. Avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans, vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Oh mais non, à peine. Visiblement immunisé contre la mise au ban qu'ont connu d'autres prédateurs comme Gabriel Matzneff, Daniel Cohn-Bendit, lui, officie toujours sur les chaînes télévisées avec une complaisance assumée d'une partie des journalistes du PAF. Un autre personnage n'est pas non plus inquiété, le socialiste Jacques Lang, pourtant mis en cause publiquement par l'ancien militaire journaliste et député FN, aujourd'hui décédé, Roger Olindre. Mais je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jacques Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jacques Lang et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde. L'ancien ministre Jacques Lang, dont le nom circulait dans l'affaire du Choral en 1982, vit toujours tranquillement et est à la tête de l'Institut du monde arabe. Frédéric Mion, successeur de Descoings à la tête de l'IEP de Paris, est numéro 2 de la Fondation nationale des sciences politiques, dont Olivier Duhamel était encore à la tête il y a 3 jours, s'est dit sous le choc et a condamné toute forme de violence sexiste et sexuelle. Difficile d'ailleurs de comprendre pourquoi il est question de sexisme ici. Difficile surtout de croire M. Mion qui se dit sous le choc, puisque selon Le Monde, l'ancien ministre socialiste Aurélie Filippetti l'aurait prévenu des faits depuis 2 ans déjà. Ce que le directeur de Sciences Po confirme, confessant timidement un manque de discernement. Des membres de la Fondation ont quant à eux carrément affirmé leur soutien sans faille à Olivier Duhamel. Une belle équipe aux pratiques immondes qui bénéficie donc d'une omerta complaisante d'une partie des élites germano-pratines pour illustrer un système qui tient jusqu'au jour où d'autres décideront de se faire justice eux-mêmes. Moderna, Pfizer, AstraZeneca et les autres, comment s'y retrouver dans les différents vaccins du marché ou en cours d'élaboration? Élément de réponse tout de suite. Vous ne comprenez rien à la soupe que l'on vous sert sur les vaccins, c'est normal et c'est peut-être même fait exprès. En effet, l'hystérie produite par le Covid-19 a donné lieu à une course aux vaccins dans une myriade de laboratoires pharmaceutiques tout autour du monde. Mais tous n'ont pas choisi les mêmes techniques. D'abord, les plus célèbres. Le vaccin mis au point par Pfizer et BioNTech, déjà administré en France depuis une dizaine de jours, utilise une technique dite innovante de l'ARN messager. C'est également le cas de l'autre laboratoire américain, Moderna, dont les produits viennent d'être validés par l'Union européenne. Si la majorité des médias et médecins parlent de vaccin, on peut considérer que l'on est face à autre chose plus proche de la thérapie génique. En effet, dans les seringues, il n'y a pas de virus affaibli, mais ce fameux ARN messager, un genre d'instruction génétique lue par les cellules afin de produire une protéine particulière, souvent désignée par le terme anglais spike et plus rarement par le français spicule. Le corps réagit en produisant des anticorps contre ces spicules fabriqués via l'injection de l'ARN messager, les mêmes spicules présentés par le virus SARS-CoV-2. L'organisme est donc censé être préparé pour parer aux attaques du virus en cas de contamination. Jusqu'il y a quelques semaines, ce type de procédé n'avait jamais été lancé à grande échelle sur l'humain. Seules quelques tentatives avaient été faites contre Ebola, sans grand succès. Étonnamment, ce sont pourtant les produits qui sont arrivés en premier contre le Covid. Pourtant, le caractère innovant est synonyme d'un très grand manque de recul et plusieurs spécialistes de la génétique ou de l'ARN, comme le monsieur vaccin du gouvernement Alain Fischer, craignent l'apparition d'effets secondaires.
Comme le résume bien le site antipresse.net, le vaccin mis en avant en Grande-Bretagne, produit par AstraZeneca, n'utilise pas cette technique de l'ARN messager. Néanmoins, il n'est pas non plus un vaccin conventionnel ou classique. En effet, les produits élaborés par AstraZeneca, mais aussi Merck, l'Institut Pasteur, Johnson & Johnson, à l'instar du Sputnik 5 de la Russie, sont des vaccins dits à vecteur. C'est également une technologie très récente qui manipule la génétique. Ici, on utilise un virus atténué comme vecteur et on y introduit une séquence du virus du SARS-CoV-2. Exemple, le vaccin sur lequel travaille l'Institut Pasteur devrait se servir du virus atténué de la rougeole, avec lequel on fait le vaccin contre la rougeole en France, et y introduire une séquence du coronavirus. Le russe Sputnik 5 utilise pour sa part un adénovirus humain, mais d'autres laboratoires utilisent des virus animaux comme vecteurs. AstraZeneca a notamment choisi un virus de chimpanzés. À ce jour, les conséquences négatives possibles sur l'organisme humain sont très peu évaluées et très peu prévisibles. Du côté chinois, les laboratoires Sinovac et Sinopharm ont fait un choix plus conservateur en utilisant la technique classique du virus atténué ou inactivé pour habituer l'organisme à réagir à l'attaque de la maladie. Ces vaccins sont toujours en cours d'étude. À l'heure actuelle, les 2 seuls vaccins disponibles en France sont donc les produits Pfizer et Moderna, avec la technique de l'ARN messager. La Grande-Bretagne utilisant d'ores et déjà celui d'AstraZeneca, un vaccin à vecteur, il ne devrait pas tarder à arriver dans l'Union européenne. Un paradoxe surprenant puisque les vaccins les plus innovants et dont les effets secondaires potentiels sont donc le moins maîtrisés sont ceux qui arrivent précisément le plus vite sur les marchés. Et on passe à l'actualité en bref, c'est avec Olivier Frère-Jacques. Buzyn à l'OMS entre parachute doré et immunité diplomatique, alors que la nomination du ministre, qui avait pris la fuite au début de la crise sanitaire, faisait déjà jaser, c'est un autre élément qui a de quoi étonner. En septembre 2020, le Conseil des ministres a entériné l'accord entre la France et l'Organisation mondiale de la santé relatif à l'octroi du statut diplomatique aux fonctionnaires du bureau de l'OMS. Une immunité qui est la bienvenue pour Agnès Buzyn, alors que tous les responsables de la mascarade sanitaire font aujourd'hui l'objet de poursuites. Agnès Buzyn donc, mais aussi Édouard Philippe, Olivier Véran, Sibeth Ndiaye ou encore Jérôme Salomon. L'ancien directeur d'un lycée catholique parisien un peu réhabilité, François-Xavier Clément, directeur général de Saint-Jean-de-Passy, dans le 16e arrondissement de la capitale, a vu l'enquête le visant être classée sans suite mardi 5 janvier. Il avait été mis en cause par une coterie de parents d'élèves mal intentionnés et mis à pied dans des conditions peu amènes par un huissier. Le diocèse, le conseil d'administration du lycée et la présidente de l'association des parents d'élèves avaient suivi le mouvement, tandis que des parents s'étaient de leur côté regroupés pour défendre le principal intéressé évincé en plein confinement en avril 2020. François-Xavier Clément était visé pour de supposés actes de harcèlement institutionnel et de management dysfonctionnel. Il semblerait que les dysfonctionnements sont venus d'ailleurs. Misère de la crise sanitaire, les rois mages grands remplacés par une foire à l'air libre en Espagne. Les traditionnelles parades de Los Reyes Magos, fête de l'épiphanie lors de laquelle les petits-enfants reçoivent des cadeaux, ont été substituées par un concept nommé la magie de l'Orient et qui consiste à profiter de l'air libre. La magie de l'Orient sans le petit Jésus et les rois mages avait eu un nom par le passé, à l'Andalous. Plan de simplification et de compétitivité comprendre allègement de la masse salariale et donc moins d'emplois. L'entreprise Michelin entend supprimer plus de 2000 de ses 21 000 postes en France, après avoir déjà supprimé 1700 postes depuis 2017 et même 7500 en 1999. L'entreprise répond à des exigences toujours plus drastiques du marché. Si aucun départ contraint ne serait envisagé, il va néanmoins s'agir d'un coup dur porté à l'emploi à l'aube d'un cataclysme économique retardé par les aides de l'État, aides auxquelles n'aurait d'ailleurs pas eu recours la marque au bibendum. Aucune fermeture d'usine n'est envisagée pour le moment. Les syndicats se disent inquiets, mais ne semblent pas vouloir aller au conflit frontal contre l'entreprise clermontoise qui articule tout de même sa stratégie manufacturière sur la localisation en France. Outre la pneumatique, la société s'engage sur de nouveaux secteurs désormais, l'hydrogène, l'impression 3D ou encore le recyclage de déchets. Une baudruche Black Lives Matter se dégonfle. Il s'agit de Kavon Webb, porté au nu par la gauche américaine et des militants BLM. L'individu présenté comme victime se trouve être en réalité l'agresseur, comme le révèle en France le site F de Souche. Alors que des médias américains comme CBS n'ont pas hésité à en faire une victime des violences policières, la réalité est tout à fait différente et la vidéo de l'intervention de police montre qu'il tire en premier et s'en prend au policier à terre avant que ce dernier ne prenne finalement le dessus. Une question demeure cependant, pourquoi la vidéo n'est-elle sortie que 7 mois après ?
Julian Assange, pas encore sorti d'affaire. L'appareil judiciaire britannique maintient le fondateur de Wikileaks en détention, rejetant donc la demande de mise en liberté. Il faudra à présent attendre l'appel formé par les États-Unis pour sa demande d'extradition qui avait également été refusée. Le juge britannique a estimé que le risque de voir Julian Assange prendre la fuite était trop important, en s'appuyant notamment sur l'offre d'asile politique faite à ce dernier par le Mexique. Julian Assange risque 175 ans de prison si elle retourne aux États-Unis, où il est poursuivi pour la diffusion de 700 000 documents de type militaires et diplomatiques concernant notamment les guerres américaines en Afghanistan et en Irak. Washington affirme que ces fuites ont mis en danger des sources américaines. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, pour le Zoom du jour, Gabriel Privat présente son premier roman, Le portrait de Martin Sommervieux, sur la chouannerie en Normandie. Un Zoom aujourd'hui dédié à la chouannerie. Pour en parler, je reçois Gabriel Privat. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Gabriel Privat, vous êtes enseignant en histoire-géographie et vous publiez ce roman, votre premier, Le portrait de Martin Sommervieux, aux éditions Pierre Tecky. Martin Sommervieux, un jeune financier parisien, hérite du portrait d'un lointain ancêtre du temps de la chouannerie, cette guerre civile qui opposa républicains et royalistes dans l'ouest de la France pendant la Révolution française. Cet ancêtre porte son nom et lui ressemble de façon troublante. Martin se lance alors dans la quête de ses origines et du sens de son existence. Première question, Gabriel Privat, pourquoi un ouvrage sur la chouannerie aujourd'hui ? Il y avait d'abord un appétit pour l'histoire depuis fort longtemps, pour l'histoire de la Révolution française en général, de la chouannerie et des guerres de Vendée de manière plus particulière. Mais dans la littérature plus contemporaine, ça manquait et je souhaitais y apporter ma très humble contribution. Ce soir, vous avez également rendez-vous avec un nouveau numéro d'Immédiat. Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure évoquent l'invasion du Capitole par des partisans de Donald Trump, l'affaire Duhamel et la propagande pro-vaccin. Tout de suite, c'est Mes libertés politiques avec François Biot-Leclerc. Et pour moi, c'est le moment de vous quitter. Merci à tous pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Le bilan économique de 2020 de la Maison France offre un avantage considérable pour l'analyste. Tous les indicateurs sont au rouge vif. C'est tout de même beaucoup plus simple de les commenter dans ces conditions. Si l'on écoute Macronor Covidor, chef de guerre microbien, tous nos maux viennent du Covid, ce qui est un énorme mensonge puisque tous nos maux existaient depuis belle lurette, fruit avarié de politiques suivies depuis de très nombreuses années. Si l'on écoute ces ministres, tout ne va pas si mal pour un certain nombre d'entre eux, et même tout ira très bien demain pour les autres. En clair, ils sont à la lucidité économique, ce que le Groenland est à la chaleur caniculaire. Tout cela étant évidemment relayé par un système médiatique aux ordres, du Monde au Figaro, de France 3 à BFM TV, de France Inter à Europe 1. Pourtant, les chiffres ne trichent pas et traduisent la déroute française sur tous les plans. Reprenons ce que l'on appelle les indicateurs clés de l'économie. Les finances publiques vont afficher un modeste déficit de 200 milliards d'euros environ. La sécurité sociale devrait être déficitaire d'environ 50 milliards d'euros. Le commerce extérieur devrait être déficitaire d'un montant approchant les 100 milliards d'euros. Le chômage global, toutes catégories de chômeurs confondues, devrait toucher le tiers de la population française. La dette publique devrait tourner autour de 3 000 milliards d'euros. Tout cela est vertigineux
mais ne donne pas du tout le vertige aux investisseurs ou aux spéculateurs qui continuent gaillardement d'investir en bourse, utilisant pour leur profit personnel les dizaines, les centaines de milliards d'euros injectés chaque mois dans l'économie européenne par la Banque centrale européenne. On ne refuse rien. La monnaie de singe, ou pour faire plaisir à Marlène Schiappa, la monnaie de guenon, a encore de beaux jours devant elle. Comment tout cela peut-il finir ? À l'évidence, le système économique français actuel, qui fonctionne sans le moindre pilote sérieux, va exploser un jour en plein vol. La seule question qui se pose est la suivante. Quand ? La lecture des journaux dits sérieux fait parfois froid dans le dos. Ainsi, le journal Le Figaro, dans son désir probable de soutenir le macronisme, n'hésitait pas récemment à indiquer que le redressement des comptes publics prendrait quelques années, alors que n'importe quel économiste en culotte courte sait parfaitement que ce redressement est désormais à peu près impossible. Que le journal Le Monde écrive de telles insanités n'étonnerait personne. Que le journal Le Figaro rentre dans ce jeu mensonger montre à quel point la déliquescence intellectuelle des élites est grande. Les Français ont accepté que nous en arrivions là. Ils devront donc accepter des efforts et souffrances importants pour que s'opère le redressement global de la France qui s'étalera sur une longue, très longue période, mais qui arrivera un jour à terme. La France se redressera. Sur cette conclusion somme toute optimiste, je vous souhaite une très bonne soirée et vous dis à demain.